Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir. Les personnes se Bonsoir. connectent au fur et à mesure. Hein. Alors, comme on est très nombreux ce soir, on va vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir fermer vos micros pour être sûr de bien entendre les intervenantes. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un petit mot dans la conversation en disant votre prénom et l'endroit d'où vous venez pour vous présenter dans les premières minutes en attendant que tout le monde se connecte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit mot effectivement dans la discussion pour dire d'où vous êtes. Donc là, on voit qu'on a la Belgique qui est représentée. Merci d'être avec nous. Les Yvelines, Conflans, Sainte-Honorine, Évry, Bruxelles à nouveau, la Belgique, le Morbihan, Charente-Maritime, Massy, le Pas-de-Calais, l'Essonne à nouveau, Caen, Avignon, Marseille. On a beaucoup d'inscrits en fait ce soir. On a quelqu'un du MCR, bienvenue au MCR. Peut-être certains d'entre vous nous suivent depuis à plusieurs. Depuis, on a certains qui suivent depuis une salle paroissiale ou depuis chez quelqu'un. Voilà. Et c'était bien d'avoir aussi cette possibilité-là, enfin cette idée-là de suivre à plusieurs pour échanger après. On va essayer de bien tenir le timing parce que voilà, il est 20h30 et ceux qui sont dans des salles, on ne va pas les retenir non plus au-delà des 22h qu'on a prévues. Donc, commencer peut-être assez rapidement. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Voilà, donc bienvenue à tous. Ce soir, on est très nombreux et on va être très nombreux. On a eu énormément d'inscrits sur cet événement et on est content parce que ça montre qu'il y a vraiment un intérêt sur ce sujet des élections européennes. Et c'est pas ça? voilà, alors n'hésitez pas à couper vos micros voilà, parce que sinon ça va faire beaucoup de bruit comme on est très nombreux. Donc un petit mot sur le programme de la soirée. On va commencer par une prière ensemble. Voilà, c'est aussi la foi qui nous réunit ce soir. Donc voilà, confier notre soirée et nos élections. Ensuite, on fera un petit quiz sur l'Union européenne. Ça nous permettra de savoir d'avoir un peu des repères de manière un peu plus ludique, peut-être que si on avait fait un cours magistral sur l'Union européenne. Qu'est-ce qui est une compétence de l'Union européenne? Qu'est-ce qui n'est pas voilà, pourquoi est-ce qu'on est invité à voter? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces élections et à quoi ça sert ce Parlement européen? Quelques mots d'introduction aussi par rapport à notre foi. Voilà, qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église nous dit par rapport à cette échéance et notamment Laudato Si. Et ensuite, on aura nos deux interventions. Donc, nous avons ce soir Anne Bringot du réseau Action Climat, qui nous fera une présentation d'environ une demi-heure avec un temps de questions-réponses. Et ensuite, on aura Elisabeth Singuilly de Chrétiens dans le monde rural, CMR, qui viendra nous parler de la partie agricole, la crise agricole, la politique agricole commune, voilà, tous ces sujets qui sont très européens et très actuels. Et on avait vraiment envie de se focaliser un peu plus en détail sur le sujet de l'agriculture ensemble. Voilà, on va commencer par le temps de prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, regarde notre monde, fracturé et blessé par une crise complexe, multiforme. Une clameur s'élève, celle de la terre abîmée par les actions des hommes, celle des pauvres qui réclament une vie digne. Au moment où des élections se préparent, où les débats et les discussions se multiplient dans les médias et dans nos maisons, ces voix sont souvent masquées par d'autres préoccupations, d'autres sujets. Souvent, nous ne savons plus nous écouter les uns les autres. Nous nous laissons guider par nos peurs, par nos colères, par nos doutes. Nous ne savons pas où mettre notre espoir, alors nous choisissons parfois des solutions faciles, des promesses qui nous séduisent, sans prendre le temps de regarder ce qu'il y a vraiment derrière les mots. Aide-nous à choisir l'espérance.
Aide-nous à voir la réalité telle qu'elle est, même si elle est difficile, même si elle est complexe. Aide-nous à ne pas nous perdre dans cette complexité et à discerner ce qui est vraiment important. Aide-nous à être des artisans de paix autour de nous, à dire ce qui doit être dit, en respectant infiniment chaque personne qui nous entoure, même si elle pense différemment. Aide-nous à ne pas nous décourager lorsque c'est difficile. Aide-nous à accepter que même si aucun candidat ne porte parfaitement ce que nous souhaitons, nous ne devons pas nous dérober à notre devoir de choisir, au moment où notre vote est le moyen de défendre le bien commun. Lorsque nous irons voter, aide-nous à le faire en conscience, avec courage, comme un acte d'amour de notre prochain et de la création. Aide-nous à ne pas laisser les candidats oubliés après ces élections qui nous représentent et doivent aider chaque jour les semences d'espérance à grandir. Amen. Je vais passer la parole à Éloi pour nous faire un peu découvrir l'Union européenne et le Parlement. Alors, on va prendre entre 5 et 10 minutes pour faire un petit quiz sur l'Union européenne pour partir sur quelques bases communes. Alors, vous allez voir, vous afficher à l'écran des questions. Normalement, elles s'affichent à votre écran. Je vais vous lire. Je vais vous expliquer déjà que la première question concerne la répartition des rôles entre l'État et les États et l'Union européenne. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels les États ont donné en totalité à l'échelon européen la capacité d'intervenir, ce qu'on appelle les compétences exclusives, des domaines qui sont partagés entre les États et l'Union européenne, des compétences partagées. À noter que pour ces compétences partagées, les pays de l'UE ne peuvent légiférer que si l'Union européenne a décidé de ne pas le faire ou si elle n'a pas encore proposé de législation, et des domaines où ce sont encore les États qui ont toutes les compétences et pour lesquels l'UE ne fait qu'apporter un soutien, ce qu'on appelle des compétences d'appui. Et donc, on a listé 9 domaines, et vous pouvez commencer à répondre pour les transports, la politique monétaire, l'énergie, la conservation des ressources biologiques de la mer, la culture, la santé, le Alors, pour tourisme. l'instant, moi, j'ai pas le quiz qui s'affiche. Alors, ah oui, Anne, c'est parce que tu es Ah, pardon. co-hôte. Normalement, tous les Vas-y, autres ont le vas-y. quiz qui s'affiche. Ok, pas de souci. Donc, tant mieux. Euh, donc voilà, je vous laisse peut-être entre 1 et 2 minutes pour essayer de replacer les bons domaines avec soit l'UE qui les porte, soit les États. Non, il y a 50 personnes sur 126 qui ont répondu. Euh, alors, vous pouvez cliquer. Normalement, le sondage doit apparaître à votre écran et vous pouvez répondre à chacune des questions. L'idée, c'est de manière ludique, hein, pas besoin de trop vous prendre la tête. Il n'y a pas de conséquences. Essayez de voir dans quel domaine l'UE intervient ou bien ce sont les États qui interviennent. Parce que parfois, dans le débat, on mélange un petit peu les choses et il y a des promesses de légiférer dans certains domaines qui sont pourtant de la compétence des États. Donc c'est l'occasion de faire un petit point. Alors je donne encore 20 secondes et ensuite les résultats pourront s'afficher. Alors pour avoir les questions, il faut que vous descendiez avec votre souris
et les questions défilent. Alors désolé pour ceux qui ont envoyé leur quiz avant la fin, je ne sais pas comment faire pour vous le redonner. Alors, bon, même si tout le monde n'a pas eu le temps de répondre, il y a une grande majorité, 90% des gens qui ont pu répondre. Donc je vous laisse encore 10 secondes et ensuite je vous indique les résultats. Alors, normalement, vous devriez voir les résultats. Et donc, pour la première question, les transports, euh, c'est une compétence partagée. Donc, la majorité de vous pensez que c'était une compétence des États, mais c'est bien une compétence partagée. Concernant la politique monétaire, c'est bien sûr la Banque centrale européenne qui gère la politique monétaire. Donc, c'est une compétence de l'Union européenne. 73% d'entre vous ont eu la bonne réponse. Pour l'énergie, c'est une compétence partagée. 63% avaient la bonne réponse. En ce qui concerne la conservation des ressources biologiques de la mer, c'est bien une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne qui peut légiférer sur ça. Et donc, vous pensiez que c'était une compétence partagée à 50%. Concernant le domaine de la culture, c'est bien une compétence d'appui. Ce sont les États. 80% d'entre vous avaient la bonne réponse. Concernant la santé, qui inclut les choix bioéthiques, c'est bien une compétence d'appui. Donc, ce sont les États qui légifèrent et pas l'Union européenne. 60% d'entre vous avaient raison. Concernant le tourisme, pareil, c'est une compétence d'État. Concernant les accords commerciaux internationaux, c'est l'Union européenne qui légifère uniquement. Donc, vous hésitiez entre l'Union européenne, compétence exclusive ou compétence partagée. Et concernant l'agriculture, c'est une compétence partagée. Donc, 65% d'entre vous avaient la bonne réponse. Voilà. Donc, c'était la première question concernant les domaines d'intervention de l'Union européenne. Je vous propose une deuxième question sur le rôle, les prérogatives du Parlement européen. Donc, quelles sont les prérogatives du Parlement européen, l'organe que nous allons élire le 9 juin? Et donc, vous pouvez cocher toutes les prérogatives qui vous semblent appartenir au Parlement européen. Attention, il y a des petits pièges. Donc, je vous laisse une trentaine de secondes pour cocher les bonnes réponses. Plusieurs bonnes réponses sont possibles et vous pouvez descendre avec votre souris pour avoir toutes les réponses possibles. Je vous laisse encore une vingtaine de secondes. Alors, vous pouvez valider vos réponses. Je vais mettre fin au sondage et les réponses vont s'afficher. Voilà, les résultats devraient s'afficher. Donc, en effet, quelles sont les prérogatives du Parlement européen? Il vote et amende les lois européennes. Donc, 84% d'entre vous ont coché cette réponse. C'est une bonne réponse. Il ne peut pas proposer de loi. 65% pensaient que le Parlement pouvait proposer des lois européennes et c'est l'unique prérogative de la Commission européenne. En revanche, le Parlement a son mot à dire parce qu'il a un droit d'amendement, il peut aussi influencer la Commission européenne, mais c'est seulement la Commission qui peut proposer des lois. Le Parlement vote le budget, vous aviez raison, 73%. Il ne décide pas de la partie recette du budget de l'UE, 20% d'entre vous pensaient que c'était le cas.
mais c'est le Conseil qui décide des recettes. Le Parlement élit le président de la Commission européenne et approuve le choix des commissaires. C'est vrai, à 66%, vous aviez raison. Et donc, le Parlement ne choisit pas le président et chacun des commissaires. Ce sont les États qui proposent chacun des commissaires. Le Parlement peut recevoir des pétitions émanant des citoyens européens. 75% d'entre vous avez raison. Peut poser des questions à l'exécutif, orales ou écrites. 62% d'entre vous avez raison. Et peut censurer la commission. Mais alors, c'était la petite erreur. C'est pas à la majorité des voix, mais c'est aux deux tiers. Donc, le Parlement, aux deux tiers des votes des participants, peut censurer la commission. Donc, 50% a voté pour ça, alors que c'était pas vraiment vrai. Voilà. Et je vous propose une troisième question, plus simple. Vous pouvez répondre un peu du tac au tac. Quel pourcentage de lois françaises ont une origine européenne? Donc, quel pourcentage de lois qui sont votées à l'Assemblée nationale française ont une origine européenne? Alors, vous êtes 75% à avoir déjà répondu. Je vous laisse encore une dizaine de secondes. Alors, je vais mettre fin au sondage. Alors, c'est environ 20% des lois françaises qui ont une origine européenne. Seulement 16% d'entre vous ont eu la bonne réponse. Il y en a beaucoup qui pensaient, un tiers pensait que c'était 40%, un autre tiers 60%. Euh, donc, voilà, ça varie au fait pas mal selon les domaines. Par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, ça peut être jusqu'à 40%, mais dans certains domaines, comme on l'a vu pour la première question, la culture, le tourisme sont des pourcentages beaucoup plus petits. Donc la moyenne, c'est 20%, ce qui est quand même une influence assez forte. Et alors, ce ne sont pas des lois qui sont imposées, parce que, comme on l'a vu, le Parlement européen est élu par des citoyens européens, et toutes les instances de l'Union européenne, au fait, sont composées de personnes élues par chacun des pays, par exemple les ministres de l'Union européenne ou les présidents ou les chefs de gouvernement de l'Union européenne. Donc, ce sont des lois qui sont quand même décidées par des représentants du peuple, des peuples. Et donc, je vous propose une dernière question sur le pacte vert, parce que c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Et donc, vous pouvez répondre à ces trois questions autour des ambitions écologiques de l'Europe. Qu'est-ce que le pacte vert? Ensuite, deuxième question sur où en est le pacte vert? Et troisième question sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s'est fixé l'Europe pour 2030. Ce seront les trois dernières questions. Alors, apparemment, assez peu de personnes pensent que le pacte vert est une alliance des magasins de jardinage jugés essentiels pendant les confinements. Vous pouvez valider vos réponses. Je donne encore 10 secondes avant d'afficher les résultats. Allez, j'affiche les résultats. Alors, en effet, c'est la feuille de route environnementale de l'actuelle Commission européenne qui a été qui a été nommée en 2019. C'est vraiment une feuille de route très très ambitieuse qui a été lancée à un moment où il y avait beaucoup de marches pour le climat, où c'était un sujet très important.
beaucoup plus malheureusement que lors de cette campagne pour les élections européennes. Le pacte vert a été, vous êtes 55% à avoir répondu juste à 75%. 75% des textes ont été adoptés, mais beaucoup des textes qui ont été adoptés prévoient des clauses de revoyure qui pourraient les affaiblir selon les résultats des prochaines élections. Donc, euh, et il reste encore 25% des textes à voter. Donc disons que le pacte vert est en bonne voie, mais il reste à marquer le but, quoi, et à confirmer ce qui a déjà été adopté. Et donc la cible pour 2030, c'est une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Donc il y a tout un paquet de lois qui s'appelle Fit for 55 qui justement ont été votés dans le cadre du pacte vert pour répondre à cet objectif. Voilà, donc j'arrête le quiz là et On a pris un tout petit peu de retard. C'est vrai que le quiz, on n'avait jamais fait, donc ça, c'était le temps de voir aussi comment ça marchait. Euh, mais on va quand même prendre le temps de regarder les quelques citations pour nous éclairer et puis ensuite passer peut-être un peu vite à la présentation de la... alors vas-y Anne, tu peux mettre très bien. Alors là, on voulait juste vous donner pendant quelques minutes des clés de discernement à partir de notre foi et de Laudato aussi, parce que c'est ce qui nous rassemble aussi ce soir. Alors première question, pourquoi est-ce que notre foi nous conduit à nous intéresser à ces élections et aux élections en général? La doctrine sociale de l'Église affirme que l'engagement et la participation politique sont des vocations nobles depuis des dizaines d'années. Et donc déjà depuis en 1927, Pie XI parle de la plus grande charité, la charité politique. C'est une citation qui est reprise dans Fratelli Tutti du pape François, qui ajoute j'appelle à réhabiliter la politique, qui est une vocation très noble. Une des formes les plus précieuses, alors j'arrive pas à voir la fin de la citation, les plus précieuses de la charité Cela politique, parce qu'elle est le bien commun. parce qu'elle cherche le bien commun. Merci. Euh, Vas-y, Anne, tu peux changer. Voilà, donc la politique, c'est une vocation noble. C'est pour ça qu'on s'y intéresse en tant qu'électeur. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, à partir de notre foi, à l'écologie intégrale en vue de ces élections? Ce sont des rappels un peu de base, mais nous sommes appelés à être des gardiens de la création que Dieu nous a confiée. Et le pape François nous réaffirme par son texte Laudate Deum qu'il a publié juste avant la COP28 en octobre dernier, que nos réactions sont insuffisantes alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. Donc c'est assez fort comme appel. Et en plus de cela, il explique que il faut être sincère et reconnaître que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions de politique nationale et internationale. Et nous, en Europe, les grandes décisions de politique nationale et européenne vont se décider beaucoup en fonction des résultats des élections européennes dans quelques semaines. Donc, pour répondre à cet appel du pape François et être réaliste, nous sommes appelés à participer activement à ces choix-là. On peut passer à la, la slide suivante. Voilà quelques critères de discernement avec la date aussi. J'ai tout simplement repris le premier chapitre de l'encyclique qui a été publié en 2015, qui s'intitule Ce qui se passe dans notre maison, où le pape François identifie les grands domaines dans lesquels nous devons agir, où il y a des problèmes dans notre rapport à la création, la pollution, les pollutions et le changement climatique, la question de l'eau, la perte de la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine et les dégradations sociales et les inégalités planétaires. Ça peut nous permettre d'avoir des éléments en tête au moment où on devra se pencher sur les programmes et discerner pour voter et voir ce que propose chaque candidat sur ces grands thèmes qui sont importants selon le pape François. Et on voulait terminer cette petite introduction en vous lisant des extraits de la lettre pastorale qui a été publiée par des évêques de l'Euregio, pardon, qui est la région qui inclut le Luxembourg et les pays limitrophes en France, en Allemagne, en Belgique.
Donc une dizaine d'évêques ont publié ce très beau texte qu'on vous invite à aller lire. Vous aurez le lien dans le diaporama qu'on vous enverra. Euh, et donc ils disent, nous sommes appelés à voter, ne nous dérobons pas à cet appel. Et ils ajoutent, la question du choix des valeurs, des objectifs et des moyens nous sollicite comme chrétiens et elle est au cœur du vote que nous allons faire. Pourquoi peut-on dire que le projet de construction européenne est tout particulièrement un projet pour les chrétiens? Parce que les chrétiens peuvent se référer à une charte fondamentale que le Christ leur a laissée dans le Sermon sur la montagne, en l'occurrence les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc un beau programme et des bonnes clés de discernement. Vous pouvez aller lire le reste sur Internet. Et je passe la main à Anne pour donner la parole aux deux intervenantes. Oui, merci beaucoup. Donc après cette introduction, on va passer aux interventions, en commençant par celle d'Anne Bringot, donc qui est directrice des programmes du réseau Action Climat. Je la remercie vraiment beaucoup d'être venue faire une présentation ce soir. C'était important pour nous de resituer un peu ce que c'était que le pacte vert, ce que c'était que voilà, qu'est-ce qui se joue en fait au niveau européen pour la transition écologique et les sujets qui nous intéressent, de l'écologie intégrale, donc vraiment avec cet aspect social qui est aussi très important. Le réseau Action Climat, c'est un réseau d'associations. Il y a 27 associations qui sont engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour une transition écologique solidaire et équitable. Alors, il y a des associations environnementales telles que le WWF, la LPO, 350 les Amis de la Terre, Greenpeace, mais on y trouve aussi le CCFD, le Secours catholique. Donc, on voit que c'est vraiment une variété d'acteurs et qui vont avoir un rôle très important justement pour à la fois surveiller avoir un œil sur toutes les décisions qui sont prises et pouvoir aussi éclairer les gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, merci à nouveau Anne d'être avec nous. Voilà, et je vais arrêter le partage de l'écran et passer la parole. Bien, merci et bonjour à toutes et tous ou bonsoir. Donc effectivement, je travaille au réseau Action Climat où c'est 27 ONG effectivement qui ont travaillé dans des domaines différents, l'environnement, la solidarité internationale, puisque l'enjeu climatique ne s'arrête évidemment pas à nos frontières, et les enjeux aussi de lutte contre la précarité. Eh bien, on est un lieu de dialogue pour ces différentes associations pour construire en fait des positionnements communs et ensuite essayer de faire que les politiques publiques intègrent davantage ces priorités, notamment la lutte contre le changement climatique et pour une transition juste. On est membre d'un réseau européen qui s'appelle le Climate Action Network Europe, donc c'est le réseau Action Climat européen, avec des ONG de différents pays, et donc on essaye également d'agir sur les politiques publiques européennes. Et on est membre également d'un réseau international de près de 2000 membres voilà, avec lequel on essaie de travailler notamment au moment des COP qui nous occupent beaucoup, mais il y a beaucoup déjà de travail actuellement sur les enjeux de financement dont vous avez sans doute entendu parler dans d'autres lieux. Donc là, on va parler effectivement de l'Union européenne. Je regardais un petit peu ce quiz et c'est vrai que sur les questions environnementales, on a l'usage de dire que 80% des réglementations européennes, plutôt environnementales, viennent de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas si c'est réellement juste, il faudrait refaire ce petit pointage, mais en tout cas, c'est clair que les questions environnementales sont beaucoup traitées au niveau européen et ensuite, effectivement, s'appliquent au niveau national et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête. C'est le cas notamment sur la pollution de l'air, par exemple. Il y a des réglementations européennes et la France est parfois condamnée quand dans certaines villes françaises, il y a des pics de pollution qui dépassent les normes et que les politiques publiques ne sont pas suffisantes pour que ces pics ne soient pas dépassés. Ou c'est le cas sur la pollution de l'eau aussi, où il y a également des réglementations sur le nitrate, etc. Et on voit que l'Europe, du coup, tire plutôt en général les États membres vers plus d'ambition sur la préservation de l'environnement. Alors, c'est le cas aussi sur le climat, et c'est d'ailleurs un certain paradoxe que, alors que les impacts du changement climatique sont de plus en plus présents, moi, j'ai commencé à travailler au réseau Action Climat en 2012.
On parlait encore d'un problème pour les générations futures ou pour les pays du Sud. Alors certes, le changement climatique, actuellement, il y a des grandes canicules en Inde. On a vu beaucoup de pays africains, évidemment, très, très touchés par le changement climatique. Il y a également les pays d'Amérique du Sud. Mais maintenant, c'est aussi l'Europe, c'est aussi la France qui sont particulièrement touchés. On l'a vu avec les vagues de chaleur ces dernières années, là où on avait en France une vague de chaleur tous les 5 ans. Maintenant, c'est 2 ou 3 fois par an. On a vu les sécheresses, notamment en Pyrénées-Orientales. On voit des incendies au Canada, on en a vu aussi chez nous. Donc, ce sont maintenant des phénomènes qui nous touchent directement ici et maintenant, ce qui ne veut pas dire que c'est plus grave, mais en tout cas, ça interpelle aussi peut-être davantage de gens. Et pourtant, malgré ces faits que l'on peut percevoir donc soi-même physiquement, eh bien, on a vu ces dernières semaines et ces derniers mois des attaques très, très virulentes contre ce fameux pacte vert dont je vais vous parler, comme s'il était la cause de tous les maux et des problèmes, notamment de pouvoir d'achat, alors qu'au contraire, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est plutôt une solution, une partie de solution en tout cas, au problème de pouvoir d'achat. Alors, ce pacte vert, il est né effectivement du fait que l'Union européenne, face à ces impacts du changement climatique qu'on voit de plus en plus, a voulu renforcer l'ambition parce qu'il y avait, Éloi le disait, hein, des marches climat en 2019 qui avaient beaucoup interpellé. Les jeunes étaient dans les rues et voulaient davantage d'ambition. Et les élections européennes à l'époque ont amené une majorité qui avait cette préoccupation. Et donc, ce pacte vert, il donne à la fois des nouveaux objectifs, donc comme ça a été dit, hein, les 55% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, qui se rapproche d'un objectif qui serait nécessaire pour rester sous 1,5 degré au niveau mondial. Les ONG avaient plutôt poussé pour moins 65%, mais en tout cas, le moins 55% est déjà un renforcement de l'ambition. Il y a aussi des renforcements d'ambition sur les moyens concrets, donc par exemple le développement des énergies renouvelables. Les ambitions sur le développement des énergies renouvelables ont également été renforcées. Et puis, il y a des mesures très concrètes sur certains secteurs et des mesures financières. Donc, le pacte vert, c'est un ensemble en fait de dizaines de directives et de réglementations pour aller notamment vers cet objectif de baisse renforcée des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais citer quelques exemples. Déjà, je citais l'exemple des énergies renouvelables, par exemple. Donc, l'Union européenne s'est fixé un nouvel objectif d'au moins 42,5% d'énergie renouvelable, donc comme part d'énergie renouvelable dans les énergies qu'on le consommera en 2030. C'est un objectif bien supérieur à celui qui était auparavant. Et la manière dont ça fonctionne, quand l'Union européenne prend ce type d'objectif, donc il y a une décision, comme toutes les décisions européennes, qui sont prises avec 3 acteurs qui doivent se mettre d'accord. La Commission, qui fait une proposition, le Parlement, qui va voter, et puis le Conseil, donc les États membres, qui eux aussi vont voter les textes. Et il faut que ces 3 acteurs se mettent d'accord pour qu'une réglementation soit adoptée. Et donc, c'est le cas, par exemple, sur ce nouvel objectif d'énergie renouvelable. Et ensuite, la Commission, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé des petits tableaux à remplir, tout simplement, aux États membres pour qu'ils disent combien chaque État membre va faire. Et ensuite, la Commission va additionner tous ces petits tableaux des États membres. Alors, elle l'a déjà fait parce qu'elle a demandé déjà une première version aux États membres et elle voit qu'on n'arrive pas au 42,5 et donc elle fait ensuite des recommandations. Il y a des allers-retours ensuite entre la Commission et les États membres pour que finalement les contributions de chaque État membre, quand on les additionne, aboutissent à l'objectif qui est défini globalement au niveau européen. Donc, c'est pas pour les énergies renouvelables, par exemple, ce n'est pas un objectif descendant. Il n'y a pas eu de décision au niveau européen de comment on partage ce développement des énergies renouvelables. C'est un dialogue entre des propositions que font ensuite les États membres à chaque État membre et le total qui en est fait. Alors, dans les autres mesures sur ce pacte vert, il y a des choses qui sont beaucoup plus concrètes et dont vous avez probablement aussi entendu parler parce que ce sont des mesures qui font débat et c'est normal parce que l'enjeu, c'est d'aller vers la neutralité carbone en 2050. Et la neutralité carbone en 2050, ça peut paraître très technique,
ça l'est pas tant que ça parce que ça touche vraiment notre quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2050, il y a autant, enfin, il n'y a pas plus d'émissions de gaz à effet de serre que ce que peuvent absorber les puits. Qu'est-ce que c'est que des puits? Les puits carbone, bah, c'est par exemple les forêts qui, par la photosynthèse, absorbent du carbone et émettent de l'oxygène. Et donc, c'est ces puits qui donc on devra avoir en 2050 un équilibre entre les émissions et les puits. Il peut y avoir aussi des puits technologiques, mais c'est vrai que le puits principal, c'est notamment les forêts. Et si on veut atteindre cet équilibre, il faut vraiment réduire très très fortement la consommation d'énergie fossile. Et ce qui veut dire, par exemple, qu'il ne faudrait quasiment plus consommer d'essence et diesel pour les transports en 2050. Donc c'est quand même assez proche. Et il faudrait plus consommer, par exemple, de fioul ou de gaz fossile pour se chauffer en 2050. Donc on voit que ça veut dire des changements extrêmement profonds dans le quotidien de tous les Européens. Et c'est le cas également au niveau mondial, puisqu'évidemment, c'est des changements qu'il faut adopter dans tous les pays. Donc, si on veut qu'il n'y ait plus d'essence et diesel quasiment consommés en 2050, si on remonte dans le temps, comme on garde une voiture entre 10 et 15 ans, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut plus vendre de véhicules neufs, essence et diesel en 2035 pour qu'il n'y en ait plus sur le marché en 2050. C'est l'esprit de la réglementation européenne qui a été prise, qui interdit donc la vente de véhicules essence et diesel neufs en 2035. Et c'est vrai que ça a donné lieu à énormément de débats alors entre États membres, notamment ceux qui ont des constructeurs automobiles. La France était plutôt allante sur cet objectif parce qu'en France, on produit plutôt des plus petits véhicules et avec une capacité à aller vers des véhicules électriques. En tout cas, les constructeurs se sentaient en capacité de le faire. En Allemagne, il y a eu beaucoup plus de freins pour cette transformation. Mais finalement, les constructeurs ont regardé effectivement leur capacité à faire et ont vu que c'était possible techniquement de transformer d'ici à 2035, donc c'est dans un peu plus de 10 ans, les usines pour aller vers finalement une production à 100% de véhicules électriques. Sachant que l'enjeu, évidemment, c'est de produire en Europe et en partie en France, puisque ce que l'on souhaite, c'est garder évidemment les emplois dans nos pays. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de discussions. Et nous, on est en échange quasi permanent avec les syndicats avec lesquels on travaille beaucoup, à la fois la CFDT, enfin sur l'action automobile, on a un dialogue très très nourri avec par exemple la CFDT d'un côté et la CGT de l'autre. Alors, je dis de l'autre parce que on ne dialogue pas toujours avec les deux syndicats en même temps, c'est pas toujours très facile. Mais en tout cas, on a vraiment des discussions de fond pour voir comment porter ensemble cette transition de manière favorable pour l'emploi. Donc, pour que on n'arrive pas à avoir une situation où on importerait davantage de véhicules de Chine, c'est évidemment pas l'objectif. Au contraire, parce que la Chine, elle va très très vite sur la transformation de son industrie automobile. L'enjeu, c'est d'aller au moins aussi vite en Europe pour pas prendre de retard et de construire des véhicules électriques. Alors, je précise aussi que, évidemment, les véhicules électriques, c'est pas la panacée, parce que même si du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, sur une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire en tenant compte de la fabrication, de l'usage et ensuite du recyclage ou du traitement du véhicule à la fin, le véhicule électrique en France, il émet 70 à 80% de moins d'émissions de gaz à effet de serre, n'empêche qu'il a quand même des impacts avec les batteries, avec les matériaux. Et donc l'enjeu, c'est à la fois d'avoir les plus petits véhicules possibles pour avoir les plus petites batteries possibles, ce qui aura moins d'impact sur l'environnement, alors que la tendance a plutôt été d'avoir des véhicules de plus en plus lourds et de plus en plus grands euh, pour répondre aussi à un souhait des constructeurs automobiles de vendre des véhicules plutôt haut de gamme, plus chers, et donc sur lesquels ils avaient plus de marge, les fameux SUV, effectivement. Euh, mais il faut savoir que même si on est sur des petits véhicules électriques, cet impact environnemental, notamment le lithium, etc., fait qu'on ne pourra pas remplacer tous les véhicules thermiques actuels par des véhicules électriques. Et donc, l'enjeu, c'est d'associer un développement de petits véhicules électriques au développement d'autres alternatives, qu'il s'agisse de la marche à pied, du vélo,
du covoiturage, des transports collectifs, du train, etc. Donc tous les autres modes de transport qu'on peut imaginer et qui sont disponibles évidemment différemment si on habite en centre-ville d'une grande métropole ou si on habite en milieu rural. Donc voilà l'enjeu sur ces véhicules électriques, avec un enjeu évidemment de prix. Actuellement, les véhicules électriques restent très chers, entre autres parce que c'était les véhicules électriques haut de gamme qui étaient produits. Donc l'enjeu, c'est de faire des petits véhicules électriques plus abordables et aussi de développer un marché de l'occasion, puisque pour beaucoup de ménages, il est totalement impossible d'acheter un véhicule neuf. Actuellement, ce sont les ménages plutôt aisés et au-delà de 50 ans qui achètent des véhicules neufs. C'est pas la moyenne des Français. Et donc, pour développer ces véhicules d'occasion, il y a aussi un enjeu à faire que ce qu'on appelle les flottes, c'est-à-dire les véhicules d'entreprise, également passent de plus en plus aux véhicules électriques. Donc, il y a aussi des discussions en ce moment, notamment au niveau national, sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un exemple de réglementation qui a été pris au niveau européen et qui a déjà énormément d'impact en fait, sur les stratégies des constructeurs automobiles et sur tout ce qui est mis en place pour permettre l'accès à ces petits véhicules électriques aux consommateurs européens et aux consommateurs français, tout en préservant évidemment l'emploi. Alors, il y a beaucoup d'autres réglementations. Il y a eu des réglementations, je vais citer quelques exemples pour pas, ce serait trop long de tout exposer, mais par exemple, il y a une réglementation sur la lutte contre la déforestation importée, puisque l'enjeu, c'est aussi d'éviter d'importer des produits qui ont un effet voilà, désastreux sur l'environnement dans d'autres pays. Et donc, pour certains aliments que l'on va importer, on va vérifier que ces aliments n'ont pas causé de déforestation pour leur production. Et donc, ça, c'est quelque chose également qui est une avancée, même si ça ne concerne pas tout l'ensemble des produits que les ONG auraient voulu évidemment intégrer. C'est aussi quelque chose qui est plutôt intéressant. Il va y avoir aussi une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, puisqu'on a des réglementations qui sont de plus en plus strictes au niveau européen, mais ce n'est pas pour importer ensuite de l'acier, par exemple, qui viendrait d'autres pays produits dans des conditions beaucoup moins écologiques. Et donc, il va y avoir il y a un marché carbone au niveau européen qui donne une sorte de, pas exactement une taxe, mais en tout cas qui fait payer un prix du carbone aux grandes entreprises, par exemple aux producteurs d'acier. Eh bien, à partir de 2027, quand on importera de l'acier, il y aura aussi des taxes pour en fonction du contenu carbone des produits qu'on va importer. Donc, ça va permettre d'avoir aussi un équilibre entre ces deux niveaux de contribution sur l'impact carbone. Donc voilà des exemples de ce qui a été mis en œuvre. Je regarde s'il y a d'autres choses dont je voulais vous parler. Il y a aussi des objectifs en termes d'efficacité énergétique. Ça, c'est extrêmement important. C'est comment aussi on réduit la consommation d'énergie parce qu'il y a actuellement beaucoup de gaspillage. Et donc, on parle beaucoup de rénovation énergétique aussi en France, mais c'est un sujet qui également dont le cap est fixé au niveau européen, puisque c'est au niveau européen qu'il y a des directives qui donnent des objectifs globaux de baisse de consommation d'énergie. Et il y a aussi des directives sur la rénovation du bâtiment qui donnent aussi les directives. Et ensuite, les États membres voilà, sont libres de choisir comment mettre en œuvre ces dispositifs, mais en tout cas, doivent répondre à ces objectifs. Deux autres choses peut-être au niveau du contenu du pacte vert, ce sont des moyens financiers, y compris pour une transition juste. Donc, il y a un fonds de transition juste qui a été créé pour financer certains territoires dans différents États membres très industrialisés, très émetteurs de CO2, et donc qui vont devoir adopter une transition assez rapide. Et donc, il y a des fonds qui sont alloués à ces territoires-là pour accompagner les reconversions des activités et accompagner les reconversions aussi des salariés. Donc, je sais qu'il y a quelques territoires en France qui l'ont perçu. Je sais qu'en PACA, ça a été le cas, ou dans le nord de la France, où il y a des territoires très industriels. Il y a également un fonds social pour le climat qui va entrer en vigueur à partir de 2026 pour aider les ménages aux bas revenus à également rénover leur logement ou avoir accès à une mobilité, par exemple électrique ou autre, s'ils n'ont pas d'autres moyens de se déplacer. Et donc cet enjeu social qui était peu présent, il faut quand même l'admettre,
commence un petit peu à rentrer, même si ça reste insuffisant. Voilà, donc c'est pour vous donner quelques exemples de ce qui est prévu dans ce pacte vert. Ça ne veut pas dire que tout est idéal. Les objectifs, voilà, ne sont peut-être pas assez suffisants. Les moyens d'y arriver n'ont pas toujours été mis non plus en place. Le volet social a souvent quand même été oublié par le passé. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'actuellement, ces mesures-là, qui sont passées parfois de manière difficile, hein, au vote au Parlement, maintenant, elles sont clairement remises en cause. Et pour vous donner un exemple sur parfois la difficulté pour ces mesures à être prises, sur la fin de vente des véhicules neufs essence diesel, l'adoption au Parlement européen, elle s'est jouée à une trentaine de voix. Sur un autre règlement sur la restauration de la nature, ça s'est joué à une dizaine de voix près. Donc on voit bien que la constitution du Parlement européen, elle est extrêmement importante pour pouvoir continuer à avoir cette force motrice. Alors au sein des trois instances dont je parlais, la Commission, le Parlement et le Conseil, donc les États membres, c'est souvent le Parlement qui a été le plus ambitieux sur les questions environnementales. Donc la constitution du Parlement, c'est vraiment extrêmement important. Et ces derniers temps, bah, on voit finalement des reculs. Alors des reculs qui sont liés à des causes qui sont souvent très justes, hein. Il y a eu j'allais dire des révoltes, mais c'est quasiment ça, aux Pays-Bas, en milieu rural, parce que des réglementations au niveau des Pays-Bas, du fait de pollution, ont été prises pour réduire très fortement le cheptel, donc l'élevage, avec des impacts évidemment très difficiles pour les éleveurs et pour les territoires où il y avait cet élevage, et donc levée de bouclier en fait des acteurs des territoires ruraux, création aussi d'un parti défendant les territoires ruraux plutôt associé à l'extrême droite. Et c'est ce type de révolte, en quelque sorte, on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu en Allemagne, parce que l'Allemagne a des règles très strictes sur la gestion de son budget, et donc quand le budget est dépassé, l'État doit absolument couper tout de suite des dépenses, et donc il a décidé de couper des aides pour l'achat de carburant pour les tracteurs, et évidemment lever de bouclier des agriculteurs. Et on l'a vu aussi en France, mais là je laisserai l'intervenante suivante effectivement en parler plus des questions agricoles. Et aussi peut-être de pourquoi, enfin voilà, on a vu que les colères agricoles venaient en France de différentes choses. Il y a eu des maladies sur les bovins, il y a eu beaucoup de problèmes de revenus, mais c'est vrai que ce qui a été mis en avant et qui a peut-être fait consensus entre le gouvernement et certains acteurs, c'était vraiment de montrer du doigt la protection de l'environnement, alors que ce n'était pas forcément la première préoccupation des agriculteurs. Et donc, on voit tous ces mouvements qui amènent actuellement des reculs. On l'a senti déjà au Parlement européen avec le groupe dont fait partie les Républicains, qui commençait à être très, très réticent sur certaines mesures. Donc, déjà, la fin de mandature là, a été assez compliquée. Et on voit qu'effectivement, dans les programmes des listes qui sont actuellement proposées, donc au Réseau Action Climat, on a fait une analyse de ces programmes qu'on publiera le 28 mai sur notre site, si vous souhaitez aller voir, hein, sur notre site, c'est réseauactionclimat.org. On a regardé les programmes des 8 listes qui, voilà, début mai, étaient les plus hauts dans les sondages. Et on a été frappé par la polarisation de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'on a des listes qui sont vraiment très, très ambitieuses sur la question du changement climatique, qui ont des mesures très concrètes, précises dans tous les domaines, etc. Et on a vraiment des listes à l'opposé qui veulent supprimer le pacte vert, qui veulent supprimer cette mesure dont je parlais sur la fin de vente des véhicules neufs essence diesel en 2035, qui veulent supprimer des mesures sur la rénovation du bâtiment en utilisant l'argument du pouvoir d'achat, alors qu'en fait, la dépendance des ménages aux énergies fossiles, eh bien, c'est ça qui est délicat pour le pouvoir d'achat. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Quand on a un problème géopolitique avec un pays producteur d'hydrocarbures, et c'est probablement pas le genre de cas qui ne va pas se reproduire,
eh bien, ça fait flamber les prix des carburants. Et donc, la seule solution, si on veut s'en prémunir, eh bien, c'est d'utiliser autre chose que des carburants fossiles. Ça veut dire avoir effectivement, sur la mobilité, je vous citais évidemment les solutions. Sur le chauffage, c'est surtout isoler évidemment de manière performante les logements pour avoir besoin le moins possible de chauffage, et ce qui, dans tous les cas, est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour notre souveraineté énergétique. Et donc malheureusement, bah, les partis qui préconisent ces reculs sont actuellement un peu avec le vent en poupe, et c'est un vrai danger, parce que en fonction des majorités qu'il y aura ou des groupes, du poids des groupes au Parlement européen, on pourrait avoir des reculs, alors même que ce pacte vert, et c'est ce que disait Éloi, hein, il n'est pas complètement mis en œuvre encore, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on pourrait ne pas avoir la finalisation, finalement, la mise en œuvre, mais en plus avoir carrément des reculs, ce qui mettrait l'Europe non plus comme un pays en avance sur le climat, mais plutôt un pays qui recule. Et dans le contexte actuel international où, au niveau des prochaines COP, ça va être extrêmement important aussi d'avoir des financements des pays du Nord vers les pays du Sud qui sont les plus impactés. Si on a une élection de Trump aux États-Unis, si au niveau de l'Union européenne, on n'a pas vraiment voilà, un groupe d'États qui pousse très fortement, ça va être très, très bloquant pour les prochaines COP. Voilà, donc il y a un enjeu évidemment au niveau européen, il y a un enjeu pour le climat, il y a un enjeu pour la justice sociale, et il y a un enjeu pour la justice climatique globalement au niveau international. Voilà, je crois ce que je voulais vous dire, et surtout vous rappeler aussi, je ne sais pas si Éloi l'a peut-être dit, mais que le 9 juin, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, c'est une élection à un tour. Parce que je voyais un sondage l'autre jour qui disait que plus de 40% des gens pensent qu'il y a plusieurs tours. Donc, sachez que c'est un seul tour, c'est une élection à la proportionnelle. Et toutes les listes qui auront au moins 5% de voix auront un nombre de députés qui dépend en gros de leur poids en nombre de voix. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a eu des questions dans la discussion. Pour essayer de bien garder le temps, on va essayer de répondre de manière très, très, très rapide. Une question ultra rapide et un peu technique. Les 42,5% dont vous parliez, c'est la moyenne sur les États, ou est-ce que c'est pour chaque État? Non, ça c'est sur la somme c'est au niveau européen. Donc ça veut dire qu'un pays pourrait faire 20% si un autre fait 70%, et qu'ils ont, enfin, je n'ai pas fait la moyenne, je ne fais pas le calcul de tête, mais vous voyez l'idée, quoi. Et donc non, c'est pas du tout chaque État. Pour vous donner une illustration sur la France, du fait des gisements possibles en France, on a beaucoup de possibilités en France, on a beaucoup de côtes, on peut faire l'éolien offshore, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc l'Union européenne a considéré que la France, elle, sa part juste serait de 44% pour contribuer aux 42,5% de l'Union européenne. Il y a des questions autour des transports. Enfin, je vous dis les deux types de questions, comme ça vous pouvez voilà, répondre l'une après l'autre. Il y a beaucoup de questions autour des transports en disant voilà, est-ce qu'il faut arrêter la construction des autoroutes? Quelles sont les solutions alternatives aux véhicules électriques? Alors, c'est vrai que vous étiez un petit peu rentré déjà dans ces solutions-là. Il y a quelqu'un qui demande si le véhicule à hydrogène voilà, pourrait être une solution. Et après, il y a également une question sur l'impact sur les pays du Sud, dans le cadre des voitures électriques, mais qui peut aussi se poser sur d'autres questions, en disant l'impact social notamment lié aux ressources qui sont dans des pays du Sud. Comment est-ce qu'on peut agir pour ne pas être dans une forme de colonisation moderne sur ces ressources-là? Oui, sur les autoroutes, effectivement, dans le sens où il va falloir vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire globalement les pollutions liées à la mobilité, parce que je le disais, le véhicule électrique, c'est pas une panacée. Construire de nouvelles autoroutes est une aberration. Comme construire de nouveaux... Il y a beaucoup de projets d'extension d'aéroports. Ce sont des totales aberrations. Le transport aérien, c'est le secteur dont les émissions continuent à monter énormément. Là encore, en 2023, 16% de hausse des émissions de gaz à effet de serre en France sur le transport, le transport aérien international. C'est catastrophique parce qu'il n'y a pas de solution alternative pour le transport aérien à court terme. Oui, voilà, non, il ne faut pas de nouvelles infrastructures qui vont engager une hausse du trafic alors que ce trafic aura des impacts.
Le véhicule hydrogène, c'est une solution qui est regardée. Techniquement, elle a des avantages. Par contre, financièrement, ce sont des véhicules qui coûtent plutôt autour de 60 000 euros et avec moins de capacité à réduire le coût. Et par ailleurs, c'est finalement indirect parce que, en fait, pour produire de l'hydrogène, on va aussi produire de l'électricité qui ensuite, par hydrolyse, on va produire de l'hydrogène. Donc, en fait, si on produit de l'électricité pour faire de l'hydrogène, autant utiliser directement l'électricité pour la voiture. On a une étape en moins. Donc, l'hydrogène, ce sera éventuellement utilisable sur des véhicules lourds. Mais là-dessus, ça bouge très vite, donc ça peut encore changer. On en parle aussi pour l'aviation, mais l'hydrogène pour les avions, ça ne pourra marcher que pour des moyens courriers parce que il faut des réservoirs très très gros parce que c'est l'hydrogène, il va être compressé à une température très très froide. Et donc, c'est voilà, des choses qui sont en train d'être développées, qui ne sont pas prêtes tout de suite et qui ne permettront pas de remplacer tous les usages. Sur les ressources, effectivement, c'est une vraie question, hein, le lithium. Est-ce qu'on a envie d'importer du lithium de Chili ou d'ailleurs? Si on considère qu'on va avoir des véhicules électriques, que c'est une partie de la solution, et je répète bien que c'est évidemment pas l'unique solution, et qu'il faut des petits véhicules électriques, et bien effectivement la question se pose de est-ce que c'est mieux d'importer le lithium du Chili ou est-ce qu'on doit prendre notre part nous-mêmes en France de la production de lithium, sachant qu'il y a des potentielles mines. C'est le débat qui est posé et je pense qu'effectivement on ne peut pas externaliser complètement les désagréments ou les impacts hein, de nos consommations et je pense que les avoir près de chez nous peut aussi être une incitation à aller vers des plus petits véhicules électriques et vers d'autres modes de transport. Il y a une question autour de la sobriété aussi. Est-ce qu'on parle de sobriété? Alors, la sobriété, elle est indispensable dans tous les domaines. Elle est indispensable à la fois sur par exemple, le chauffage, hein, se chauffer à 19 degrés plutôt que 21 ou 22. Ça, on en a beaucoup parlé déjà, enfin, le gouvernement y compris, on a beaucoup parlé parce que suite à la guerre en Ukraine et aussi à l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires, il y avait une urgence à économiser l'énergie. Mais c'est le cas, par exemple, dans les transports, à la sobriété. Dans les transports, c'est un petit véhicule. Donc, je n'ai pas utilisé le mot sobriété, mais c'est quand même ça qui se cache derrière. C'est d'utiliser davantage les transports collectifs que la voiture individuelle. Mais ça s'applique aussi à des tas de secteurs. C'est actuellement, on achète en moyenne, chaque Français achète en moyenne 40 pièces de textile neuves chaque année. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 40 pièces de textile neuves chaque année pour s'habiller? La réalité est non. Donc, réduire cette consommation de vêtements, c'est également un enjeu important parce qu'il y a des impacts évidemment sociaux et environnementaux. On pourrait élargir la question de consommer moins et mieux à la question de l'alimentation. C'est aussi consommer moins de viande parce que ça a des impacts sur le climat, mais aussi c'est néfaste pour la santé, hein. C'est bien meilleur pour la santé d'avoir une consommation plus équilibrée avec davantage de protéines végétales et moins de protéines animales. Mais ces protéines animales, qu'elles soient, que ce soit des élevages de qualité et produits localement. Donc voilà, cette sobriété, elle va aussi avec le moins et mieux. Il y a une question sur les biocarburants. Alors, ça nous ramène un peu sur les transports, mais je pense que c'est quand même intéressant de l'aborder aussi. Est-ce que les biocarburants sont une solution? Alors, pas du tout. En tout cas, il y a plusieurs biocarburants. Il y a ce qu'on appelait avant, je vais continuer à appeler les agrocarburants, donc les biocarburants de première génération, qui sont issus de produits qui sont souvent des produits qu'on utilise dans l'alimentation, la betterave, le colza, etc. Et là, de nombreuses études ont montré qu'en fait, c'était pas intéressant pour le climat parce qu'en fait, si on utilise par exemple du colza pour faire des carburants, finalement, on l'utilise plus pour faire des huiles alimentaires, donc on va importer de l'huile de palme et l'huile de palme aura causé de la déforestation. Donc, il y a un impact dans un autre pays. Donc, puis il y a une concurrence avec l'alimentation et c'est évidemment quelque chose qui peut avoir des impacts sur la sécurité alimentaire. Sur les biocarburants de deuxième génération, donc après, voilà, il y a l'idée de produire des biocarburants à partir d'algues, par exemple, ou d'autres matériaux. Alors, si on peut parler du bois, mais le bois, c'est pareil, on a besoin des forêts pour le puits carbone. Donc, il y a des pistes sur d'autres types de biocarburants, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est développé à une échelle vraiment importante.
Et donc, pour l'instant, c'est pas une piste où, en tout cas, il y aura des grosses quantités disponibles. Voilà. Par souci du temps, je ne vais pas prendre d'autres questions. Peut-être si vous pouvez répondre dans la discussion, mais je pense on a répondu quasiment à tout. Juste rappeler donc l'analyse des programmes, la date à laquelle c'est publié, c'est le 28 mai, c'est ça? Oui, exactement, 28 mai. Voilà. Et nous, on récapitule les ressources, donc on le mettra aussi dans les ressources qu'on met à disposition quand ce sera publié pour que tout le monde puisse bien avoir accès à cette analyse-là. Un grand merci. Et donc, on va passer à la deuxième partie avec Elisabeth Sanguilly. Donc, pour présenter Elisabeth rapidement, et moi, je ne sais pas si tu peux la mettre à l'écran, si tu sais faire ça. Donc, on a sollicité le CMR sur le sujet de l'agriculture parce que c'est un mouvement qui est un mouvement rural et qui est depuis des années en contact avec les agriculteurs. Et il y a cette proximité qui nous intéressait beaucoup. Elisabeth, elle est ingénieure et sociologue. Elle travaille en lycée agricole actuellement comme enseignante. Et elle a aussi été œuvré au sein de Solidarité Paysan, donc une association qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté. Et donc elle a ce regard, enfin cette expérience en fait des difficultés que peuvent rencontrer les agriculteurs aujourd'hui. Et par ailleurs, donc elle enseigne ce que c'est que la politique agricole commune à ses élèves. Donc elle a aussi cette connaissance de la politique agricole commune. Et donc c'est un peu notre experte aujourd'hui pour expliquer. Elle a passé une quinzaine d'années dans le bureau national du CMR. Pour nous expliquer un peu ce que c'est que cette crise agricole qu'on a rencontrée, qui s'est manifestée en France cette année, qu'est-ce qui touche les agriculteurs, quelles sont leurs difficultés, comment tout ça est lié avec l'Europe. Donc voilà, je ne sais pas si, je ne vois pas Elisabeth sur mon écran, alors oui, ça me paraît. Elle était là il y a un instant. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, donc il faut juste qu'on réussisse à afficher le... Est-ce que... Alors, est-ce que quand je parle, c'est moi l'intervenante qui s'affiche Eh ben non, en fait, c'est toujours Anne qui s'affiche, je ne sais pas pourquoi. Bon, eh ben, écoutez, on va faire en galerie et puis je vais Non, parler mais parce que, on voilà. va y arriver. Merci pour l'invitation. Je précise Si qu'au c'est bon, ça CMR, marche. on a des mandats de 6 ans et pas de 15 ans au CMR. Et on essaye de s'y tenir. Donc, je viens de finir mon mandat au Bureau national de Chrétiens dans le monde rural, qui est un mouvement d'action catholique et d'éducation populaire, qui est issu d'une histoire très agricole, très catholique et très politique, puisque nous sommes des descendants de la jeunesse agricole catholique et de la jeunesse agricole féminine catholique, JAC, JACF, qui ont fortement marqué la politique en France et en Europe et le développement d'un certain type d'agriculture. Alors, nous avons vu des manifestations d'agriculteurs en janvier qui ont été assez violentes et qui ont été fortement médiatisées, comme à chaque fois. Il faut savoir que les agriculteurs et les agricultrices dans la société française et en Europe de l'Ouest, c'est un groupe social qui est peu nombreux en nombre et qui diminue, ce qui pose d'ailleurs des questions existentielles et une crise sociale. Mais qui est très sensible pour les médias, très sensible aussi au moment des élections, hein, puisque c'est avec les minorités que les partis essayent de récupérer des voix. Alors, pourquoi est-ce que les agriculteurs étaient en colère? Alors, il faut dire déjà que les agriculteurs en Europe de l'Ouest et les agriculteurs dans le monde vivent une crise qui est très très longue et qui n'est pas là de s'arrêter. Comme les catholiques en Europe de l'Ouest, les agriculteurs et les agricultrices sont une espèce en voie de disparition. Et donc, je pense que ça va vous parler. Il y a la tentation d'un repli identitaire. C'est-à-dire que c'est un milieu, on parlait du particularisme agricole, un milieu où se reproduisait un métier dans les familles, de père en fils ou de père en fille. Et quand on voit qu'on n'a pas de successeurs et qu'il y a de moins en moins d'agricultrices et d'agriculteurs dans la société, ben, ça pose des questions sociales importantes.
Il y a aussi une crise de l'organisation sociale, comme il y a en France une crise des corps intermédiaires et les syndicats agricoles. Donc, les trois plus importants sont le FNSEA, qui est majoritaire, qui a à peu près un peu plus de 50% des élections, qui dirige toutes les chambres d'agriculture de la France métropolitaine, la Confédération paysanne et la coordination rurale. Donc, la Confédération paysanne, plutôt pour la défense de l'emploi et de l'agroécologie. La coordination rurale, plutôt une défense de la dérégulation. Donc ces trois syndicats ont été un peu dépassés par leur base et dans un contexte d'élection chambre d'agriculture prochainement. Je crois que c'est ce qu'on a vu en janvier, c'est pas qu'une crise de l'agriculture, c'est aussi une crise de territoires ruraux relégués en France, un peu comme il y avait eu avec les Gilets jaunes. Nous, au CMR, on a coutume dire qu'il y a plusieurs territoires ruraux et qu'il y a des enjeux très, très importants pour la démocratie et pour les enjeux aussi dont on vient de parler autour du climat. Et qu'il y a une partie des territoires ruraux, comme ceux où je travaille et je vis, c'est-à-dire le Nord et la Meuse, qui se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, loin de Bruxelles, et qui se sentent souvent victimes de dictats, entre guillemets, qui viendraient des urbains éduqués, qui ont une sensibilité environnementale, écologique, et qui ont aussi été médiatisés avec les marches climat. Donc, comme en agriculture, il y a des sujets tabous, notamment un sujet tabou, c'est l'argent. Un autre sujet tabou, c'est la fatigue, la santé physique et mentale. Quand les gens souffrent, sont en colère et sont inquiets, il est plus facile pour eux, entre guillemets, d'exprimer des critiques envers une politique environnementale et des complications administratives liées à l'organisation de la politique agricole commune, que de prendre la parole sur les ronds-points et dans les médias pour dire qu'ils sont fatigués, qu'ils sont surendettés et qu'ils sont très inquiets pour le renouvellement des générations. Et donc, c'est un quiproquo, je pense, dans la société française, parce qu'au fond, et c'est ce que j'essaie d'enseigner tous les jours à mes élèves qui sont des futures agricultrices et agriculteurs, on est tous dans le même bateau. Et la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'érosion des sols, qui est un sujet tabou aussi et qui est très, très grave, ça va toucher tout le monde, les agricultrices et les agriculteurs en premier, mais aussi toutes les personnes qui dépendent d'eux pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir une bonne santé et pour pouvoir vivre. Donc, si je parle des deux sujets tabous, pourquoi est-ce qu'il y a une crise en agriculture et comment elle se manifeste? Premier sujet, la question de l'argent. Les revenus en moyenne des agriculteurs ne sont pas catastrophiques. L'INSEE en 2021 a fait une étude sur 290 000 agriculteurs en France et elle arrive à des revenus déclarés à en moyenne 1 860 € par mois. Après, c'est très compliqué parce que quand on est des activités indépendantes, les statistiques économiques cachent finalement les réalités très, très différentes selon les fermes. Il y a quand même 15% des fermes qui déclaraient des revenus négatifs ou nuls. Mais en fait, derrière ça se cache la question de l'endettement. Et la politique agricole commune, qui existe depuis les années 60, elle a favorisé l'agrandissement des exploitations puisque la plupart des subventions sont liées au nombre d'hectares. Et donc, l'agrandissement des exploitations a engendré un endettement important. La politique agricole commune, elle favorise aussi, à la demande du syndicat majoritaire FNSEA depuis les années 60, une course à la mécanisation. Encore aujourd'hui, il y a des subventions européennes qui financent à hauteur de 30 à 40% les achats de matériel. Et donc, ça arrange bien l'industrie de l'agrofourniture, mais ça endette aussi les agriculteurs. Et quand je travaillais à Solidarité Paysan dans le Nord pendant 11 ans, on aidait les agriculteurs en difficulté à leur demande. Et il y avait tout un travail d'essayer de résoudre l'endettement. Et à un moment donné de ma vie, j'ai eu envie d'aller voir les futurs agriculteurs et agricultrices dans les lycées agricoles pour devenir prof d'économie et de gestion, pour essayer de faire cette prévention, de dire attention à l'endettement, parce que en agriculture, en Europe de l'Ouest en tout cas, du fait de la PAC et d'une action très efficace sur la publicité pour les machines et la fascination des jeunes garçons pour les tracteurs, etc., il y a des risques économiques très, très importants et une baisse du revenu réel, en grande partie à cause de cet endettement. Mais c'est difficile de le dire. Donc, on préfère faire un peu un mécanisme de bouc émissaire et d'être en colère contre les normes environnementales de l'Union européenne plutôt que d'être en colère contre son endettement.
faut savoir aussi que cette crise sociale, elle est aussi, comment dire, euh, les, les agriculteurs se sentent incompris dans la société parce qu'en un siècle, ils étaient majoritaires et sont devenus ultra minoritaires et ne représentent que 2% de la population sociale. Et, euh, et donc, il y a ce repli identitaire et c'est très compliqué sociologiquement d'accepter de devoir partager le débat sur l'avenir de la politique agricole avec les citoyens. Je veux dire, on est tous des mangeurs et des mangeuses, donc on est tous concernés par une politique agricole. Et c'est pour ça que c'est un enjeu aux prochaines élections. Mais pour les agriculteurs de père en fils, le milieu agricole historique, c'est très, très difficile. Euh, alors, donc, je vous ai parlé de l'endettement. Je voudrais aussi vous ai parlé de la crise environnementale qui est très inquiétante pour l'avenir du métier d'agriculteur en France, en Europe, avec ce qu'on peut appeler des impasses agronomiques au niveau de la biodiversité et des sols. La crise climatique dont on vient de parler, qui touche et qui inquiète énormément les agriculteurs. Il y a des enjeux autour de la gestion de l'eau avec des débats et des manifestations parfois très violentes. Et puis, il y a autre chose qu'il est très difficile de nommer dans le débat public et qui est en lien avec les élections européennes, c'est la question du libre-échange. C'est-à-dire qu'il y a une crise en agriculture parce que on est passé d'un système d'autosuffisance à un projet dans les années 60 de souveraineté alimentaire. Notre ministère, le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui s'appelle le ministère de la Souveraineté alimentaire. L'idée, c'était de ne pas dépendre des États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour nourrir l'Europe. Donc la politique européenne, elle s'est construite en grande partie sur ce projet. Mais avec les progrès techniques de l'agriculture au moment de la Révolution verte, les engrais chimiques, les variétés à haut rendement, la mécanisation, on a atteint très très vite un niveau de surproduction. Et donc l'agriculture n'a plus tellement été un sujet de paix et de vie de base, mais c'est devenu un sujet financier, un sujet très économique, un sujet de commerce, avec des spéculations sur le marché mondial. Et d'ailleurs, l'Union européenne, elle négocie, on l'a vu tout à l'heure, les traités de libre-échange. C'est elle qui négocie à l'Organisation mondiale du commerce. Et ça a eu des impacts très importants ces 40 dernières années. Cette dérégulation des marchés agricoles, cette ouverture des marchés, cette mise en concurrence entre des différents types d'agriculture, ça a eu des graves conséquences sur les agriculteurs européens et ça participe aujourd'hui d'une perte de sens. Quand on produit des céréales pour fabriquer du méthane pour un méthaniseur ou pour alimenter des marchés spéculatifs internationaux avec des traders, c'est pas du tout la même chose que quand on produit, vous savez, fruit de la terre et du travail et des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le corps du Christ, quoi. On est très très loin quand même, hein, voilà. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le discours de la FNSEA, quand il est médiatisé comme en début d'année, il est toujours sur mais on a besoin de nous pour qu'on puisse vous nourrir. Moi, j'enseigne à mes élèves qu'en fait, il y a beaucoup de blé en France qui part pour l'alimentation animale, pour des élevages intensifs de poulets et de porcs dans un système ultra mondialisé, très délétère pour l'environnement et la santé et qui n'est pas rémunérateur. Et on alimente aussi des marchés mondiaux avec des traders et de la spéculation. Et donc, on n'est plus du tout dans une logique de souveraineté alimentaire. Dernière chose, cette crise, donc, elle est économique, elle est sociale, identitaire, mais elle est aussi territoriale, comme je vous le disais. Et d'ailleurs, les dernières manifestations, en fait, la coordination rurale, elle s'est dans beaucoup de départements rapprochée des partis d'extrême droite. Et clairement, à un moment donné, les syndicats ont même perdu un peu le contrôle des manifestations parce que c'est aussi agité, comme la lutte contre les éoliennes en territoires ruraux, comme les idées de racistes, de non-accueil des personnes exilées. Voilà, tout ça est amplifié par des partis d'extrême droite populistes qui cherchent depuis déjà de nombreuses années des électeurs, des électrices dans ces territoires ruraux qui se sentent abandonnés par la République, relégués, et qui ont peur de l'Union européenne, alors que l'Union européenne les finance beaucoup, hein, et qui ont peur d'une mondialisation où ils risquent d'être les perdants. Donc voilà, cette crise, elle est économique, elle est sociale, bien sûr, elle est environnementale, hein, on en est tous ce soir convaincus, et elle est aussi territoriale et politique.
Voilà, peut-être un mot maintenant sur la politique agricole commune, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, parce qu'on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément la réalité qui est derrière, et en quoi est-ce qu'elle peut aider à résoudre cette crise des agriculteurs, ou au contraire, en quoi est-ce qu'elle peut contribuer à renforcer un système qui ne conviendrait pas. Et finalement, qu'est-ce que peut faire l'Europe et le Parlement européen, notamment pour les agriculteurs, et pour sortir de cette crise environnementale et sociale. Oui, alors comme je vous disais, l'Europe, elle agit de deux manières sur l'agriculture et la situation des agriculteurs dans notre pays. Il y a la politique agricole commune et puis il y a les traités de libre-échange et l'OMC. Alors, en ce qui concerne la politique agricole, donc c'était une des premières politiques communes, hein, communes dans le sens communauté européenne, dès 1962, lorsque de la mise en place de la communauté économique européenne avec 6 pays, et elle a grandi avec l'agrandissement de l'Union européenne, elle s'est développée. Aujourd'hui, on est sur une programmation de 5 ans qui a été décidée avec les 27 pays, 2023-2027. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget pour ces 5 années, c'est 380 milliards d'euros. Sur une année, on est à peu près autour de 56 milliards d'euros. C'est sur un total de 167 milliards d'euros. C'est un très, très gros budget dans l'Union européenne. Donc, c'est un sujet très sensible. Tous les citoyens contribuent chaque année à hauteur de 110 euros par habitant de l'Europe et par an pour la politique agricole commune. Donc, ça devrait tous, en tant que citoyennes et citoyens, nous toucher, nous intéresser. Comme je vous le disais, historiquement, la politique agricole commune, elle avait pour objectif de favoriser un développement de la production agricole pour être autosuffisant en Europe. Ça a été atteint très, très vite. Et cette logique productiviste, qui était aussi accompagnée d'une protection du marché européen, hein, avec des droits de douane et au départ un système qui était plutôt favorable aux agriculteurs. Donc, à partir du moment où on a atteint la surproduction, c'est devenu beaucoup plus compliqué dès les années 70-80. L'Europe, au prix de grosses négociations entre les pays, mais aussi avec les parties prenantes, les syndicats agricoles principalement, et les organisations naturalistes, qui ont eu un effet aussi très important dans les pays anglo-saxons de l'Union européenne, on a essayé de changer la politique agricole commune depuis les années 80 par des réformes pour essayer de la rendre plus environnementale, pour correspondre à la demande de la société et aux enjeux. Mais je peux dire aujourd'hui que c'est plutôt un échec, car il y a beaucoup de résistance et beaucoup d'influence, de lobby de la part de syndicats agricoles plutôt productivistes et aussi d'industries de l'agrofourniture, les vendeurs de matériel, la chimie, les semences, qui poussent pour que cette politique agricole commune ne soit pas tant environnementaliste qu'elle devrait l'être. C'est donc un enjeu. Il faut s'y intéresser quand on parle des élections européennes. On est tous concernés parce qu'on mange tous. Et puis, vous le savez, l'agriculture, elle a un effet sur le climat. On vient d'en parler. Un effet sur la qualité de l'eau, les enjeux de quantité d'eau aussi, mais de qualité avec la pollution des nitrates, de l'azote. La qualité de l'air aussi, parce qu'on le sait moins, mais en fait, l'épandage d'engrais, les matières azotées peuvent faire des microparticules dans l'air. Et puis, c'est un enjeu social, parce que le coût de l'alimentation pour les ménages les plus précaires en Europe, eh ben, c'est aussi une préoccupation, comme le coût de l'énergie et du transport. Il y a beaucoup de paradoxes dans cette politique agricole et la manière dont elle est perçue par les agriculteurs qui en sont bénéficiaires. Les soutiens financiers de la politique agricole commune, ça représente entre 20 et 80% des revenus des agriculteurs selon les années. Mais il y a montée parmi eux d'un sentiment anti-européen et beaucoup sont tentés d'aller vers les partis eurosceptiques alors qu'ils doivent beaucoup à la politique agricole. Il faut dire que c'est quand même assez paradoxal aussi d'être agriculteur, donc d'avoir plutôt au départ une identité de chef d'entreprise, un peu individualiste, ou en tout cas fier d'être indépendant, et d'être devenu à ce point dépendant de politiques publiques. Et d'ailleurs, le syndicat majoritaire de la FNSEA, les chambres d'agriculture, depuis de nombreuses années, ont un peu encouragé cette optimisation des primes. On parle vulgairement de chasseurs de primes. Voilà. Le troisième paradoxe, c'est qu'en fait, en même temps que la PAC a effectué des réformes pour la verdir,
Donc, pour davantage de conditions environnementales à respecter qui sont de plus en plus complexes et parfois difficiles à mettre en œuvre concrètement. Donc, dans le même temps, donc on réduit les primes aux agriculteurs, on leur demande davantage d'exigences environnementales qui sont plutôt complexes, mais dans le parallèle, on vote des traités de libre-échange. Et ces traités de libre-échange, ils viennent fragiliser énormément l'économie agricole et ils mettent en danger des systèmes, notamment en ce qui concerne l'élevage dans les zones rurales un peu reléguées, qui vont être mis en concurrence. Je pense notamment à la négociation avec le Mercosur, avec les inquiétudes des éleveurs de bovins en extensif, qui sont plutôt vertueux, hein, parce que tout à l'heure, on a parlé des forêts qui sont des puits de carbone, mais les prairies aussi, c'est des puits de carbone. Et il y a une querelle dans le langage hein, sur est-ce que l'élevage est bon ou mauvais pour le climat. Et bien sûr, ça dépend de quel élevage on parle. En tout cas, si l'Europe, elle est à la fois pour un verdissement de sa politique agricole commune et en même temps qu'elle signe des traités de libre-échange et qu'elle va vers une dérégulation des marchés agricoles, eh bien, ça va être compliqué d'atteindre les objectifs climatiques et environnementaux de la PAC. Et ça explique pourquoi il y a cette crise et ce scepticisme. Cette politique agricole commune, comme je vous disais, elle a eu tendance, du fait qu'elle elle est toujours basée principalement sur des primes à l'hectare, à favoriser l'agrandissement des exploitations. Et un des enjeux, et le CMR fait partie d'un collectif qui s'appelait Pour une autre PAC et qui maintenant s'appelle le collectif Nourrir, c'est d'essayer de faire évoluer cette PAC en faveur de l'emploi en milieu rural. Alors je sais que dans le réseau Laudato aussi, c'est très important de concilier les enjeux environnementaux avec les enjeux sociaux. Hein, c'est Laudato aussi et Fratelli Tutti. Les deux vont ensemble. Il faut le dire quand même, l'agriculture, elle fait vivre un certain nombre d'actifs, directement et indirectement, dans des territoires où il y a peu d'emplois. Et c'est plutôt souhaitable que les populations puissent vivre dignement dans des territoires ruraux. Et donc, il y a une idée qui a émergé pour une réforme de la PAC, alors qui n'est pas à l'ordre du jour, hein, mais qui peut-être un jour pourra être discutée au Parlement, qui serait de passer des aides, des subventions qui sont liées à des hectares, à des surfaces, à une aide, à des subventions qui seraient plutôt liées au nombre d'actifs agricoles. Alors, ça paraît peut-être un peu difficile à concevoir, mais c'est un petit peu comme le projet de la sécurité sociale alimentaire, ça a le mérite d'ouvrir un peu les idées et les concepts. Donc, à définir ensuite de savoir qu'est-ce qu'un actif agricole, mais plutôt une idée de favoriser les emplois dans les territoires ruraux et des conditions de vie dignes, plutôt que de favoriser un agrandissement qui engendre un endettement et qui amène à une industrialisation de l'agriculture en Europe et donc à l'usage de davantage d'énergie fossile et possiblement des pratiques qui seraient délétères pour l'environnement. Alors, je suis désolée, c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais j'espère que ça pose quand même quelques bases sur cette politique publique. Si, je trouve ça tout à fait construit. Je suis un peu inquiète sur le temps parce que on est presque au bout du temps qu'on s'était fixé au départ. J'aimerais bien que vous disiez quand même un mot. Quand on a préparé, vous parliez de l'importance du dialogue et du rôle que le CMR jouait dans ce dialogue. Et je pense que c'est aussi un des enjeux, au-delà des questions techniques autour de la politique agricole commune. Si vous pouvez dire un mot par rapport à ça. Oui, donc vous l'avez entendu, il y a une crise qui est économique, mais il y a aussi une crise qui est sociale. Et donc le CMR a pour vocation de faire se parler les gens dans un dialogue. Je pense que c'est tout à fait cohérent aussi avec ce que peut apporter aujourd'hui le christianisme à la société, hein, une fraternité en acte. Et donc dans nos équipes locales, dans les différents diocèses, on a des agriculteurs et des autres ruraux. Et on a des agriculteurs et des agricultrices qui ne sont pas forcément dans les mêmes syndicats et les mêmes projets agricoles. Et on peut s'enorgueillir d'avoir été, depuis de nombreuses années, un lieu de dialogue, là où, par ailleurs, dans la société, ces mêmes personnes, quand elles ne sont pas au CMR, peut-être s'affrontent. Et on a l'intuition que c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on peut apporter. On fait aussi du plaidoyer et on fait aussi, on milite aussi, mais au niveau local, ne laisser personne sur le carreau, soutenir concrètement, humainement, par cette vie d'équipe, des personnes qui vivent des remises en question graves sur leur métier d'agriculteur et d'agricultrice, et puis proposer un dialogue au quotidien
parce que, vous l'avez entendu, la crise, elle est aussi sociale et cette fracture et cette polarisation, nous semblent pas du tout, constructives, nous semblent être un gros frein, aux transitions, écologiques auxquelles on aspire tous. Pour conclure, je voulais vous dire que pour le CMR, l'enjeu, c'est de se préparer à des crises qui vont arriver, qui sont déjà là, au niveau du climat, au niveau de la biodiversité et aussi des crises sociales. Il y a des inégalités, des inquiétudes et on espère contribuer à notre manière à une alliance qui est indispensable, à une coopération entre des urbains et des ruraux, entre des jeunes et des vieux, entre les hommes et les femmes aussi et si possible, réduire les inégalités, localement et puis mondialement. Alors, on a quelques questions, on va essayer de les prendre quand même rapidement. Dont quelqu'un qui demande, est-ce que c'est vrai que les agriculteurs n'ont pas une vraie liberté d'adhésion syndicale selon leur région d'implantation? Par exemple, non-accès à la coopérative s'il n'est pas dans le syndicat dominant. Est-ce que je réponds à cette question? Oui, Oui, celle-là, il y a plusieurs qui l'ont posée, donc je pense que c'est ouais. intéressant et je vais regarder les autres après. Alors, les corps intermédiaires dans la société française sont en crise. Les syndicats agricoles représentent très peu de gens, en fait, hein. Il y a 46% de participation aux élections chambres d'agriculture qui ont lieu tous les 6 ans. Donc, non, non, la plupart des agriculteurs et des agricultrices sont seuls et ne sont pas syndiqués et ont perdu confiance dans les syndicats. Et donc, tout l'enjeu, et le CMR y contribue, c'est d'essayer de remettre du collectif parce que quand on est très endetté, très débordé de travail et qu'en plus on est tout le temps tout seul, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Donc, en fait, les gens ont une liberté syndicale. C'est vrai qu'il y a un système un peu d'influence et d'agriculteurs dominants qui siègent dans les différentes instances parce que l'agriculture, c'est le lieu de naissance de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout est coopératif, mutualiste, etc. et souvent un peu dévoyé. Alors, c'est vrai qu'il y a des caïds, mais honnêtement, aujourd'hui, la plupart des agricultrices et des agriculteurs, ils sont pas sous influence ou ils n'ont pas peur, ils sont tout seuls, en fait. Ils sont tout seuls. Il y a plusieurs questions qui se rejoignent un peu autour d'un autre modèle d'agriculture. C'est-à-dire que déjà, est-ce que techniquement on sait faire un autre modèle d'agriculture? Et est-ce que la PAC pourrait favoriser, enfin, qui favorise un certain type d'agriculture, pourrait en favoriser un autre, qui serait plus respectueux à la fois de l'environnement et des Alors oui, il existe des alternatives à l'agriculture industrielle, hein. L'agroécologie, au sens propre du terme, la plus aboutie, pourrait tout à fait nourrir la planète. Techniquement, là où on est le plus en difficulté, c'est les semences. On a un retard de sélection variétale, énorme et donc ça, c'est lié aussi à des influences de multinationales, hein. Mais donc l'Union européenne pourrait réguler différemment, les semences pour favoriser, les résistances, par la sélection variétale plutôt que par l'agrochimie. Il y aurait possibilité de nourrir le monde, mais par contre, il faudrait arrêter de spéculer. En fait, c'est cette idée qu'il faudrait sortir l'agriculture de l'OMC pour en parler à l'ONU, parce que c'est un enjeu de paix et de santé. C'est un petit peu comme l'histoire de l'élevage. Les Pays-Bas et le Danemark font des essais pour essayer de réduire le méthane, gaz à effet de serre produit par les élevages, mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'exporter du lait de vache des Pays-Bas et du Danemark, comme c'est le cas partout dans le reste du monde? Du lait lyophilisé qui coûte une énergie folle et qui n'est pas du tout durable pour l'environnement. C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à changer de modèle économique? C'est-à-dire qu'agronomiquement, c'est possible, contrairement à un discours dominant syndical agricole. Les chercheurs sont assez unanimes sur l'agroécologie peut nourrir le monde, mais par contre, ça arrêterait tout un système d'agrobusiness qui est plus, aujourd'hui, qui n'est même pas forcément que créateur d'emplois, même s'il y a des endroits comme la Bretagne où c'est le cas, mais surtout aussi qui permet d'alimenter des marchés financiers, des traders et de la spéculation. Voilà, malheureusement, on va pas avoir le temps de prendre de prendre d'autres questions. Il y a une remarque voilà, que je cite quand même sur la question de la dimension spirituelle. Voilà, c'est aussi des thématiques qu'on essaie de travailler nous, au sein du mouvement. Effectivement, il y a la question du sens qui est très importante et dont vous avez parlé, Elisabeth, là tout à l'heure. Après, il y a des questions, je ne sais pas si c'est possible de répondre dans la discussion rapidement autour de la dérégulation. Qu'est-ce que c'est que la dérégulation qui est poussée par certains syndicats entendez-vous par impasse agronomique, mais je pense qu'on l'a un petit peu traité sur La, si vous la pouvez- dérégulation proposée par les agriculteurs du syndicat Coordination Rurale, c'est de dire enlever les normes,
et laissez-nous jouer sur le marché mondial. Voilà. Or, l'agriculture, c'est le pire domaine économique. Le marché ne régule pas l'agriculture. Ça fait des crises et des problèmes. Mais il y a des personnes qui ont l'illusion que on pourrait se passer d'un encadrement de l'agriculture par la politique. En ce qui concerne les impasses agronomiques, c'est le fait qu'il y a l'érosion des sols qui est très inquiétante, et aussi le fait qu'à force d'utiliser des pesticides, on a fait s'effondrer la biodiversité, et que donc ensuite on a des écosystèmes très dérégulés, qui ne s'adaptent pas à des changements comme le changement climatique. Et en se privant d'une biodiversité, on se prive aussi de créer des nouvelles variétés qui seraient pour répondre à nos besoins actuels et futurs en termes agronomiques. Un grand merci pour cette intervention. Je vais passer la parole à Éloi. On voulait finir en expliquant un peu aussi aux gens comment ils peuvent agir dans le cadre de ces élections au-delà de leur vote. Donc, je passe la parole à Éloi. Éloi, ton micro est coupé. Ok, pardon. Oui, je disais que je prends, il est déjà 22h02, mais je prends 3 minutes. Merci aux deux intervenantes pour proposer des pistes d'action après avoir écouté pendant presque 1 heure des constats et avoir un peu en tête les enjeux de ces élections. Donc, sur notre site internet, on a listé des ressources et des propositions d'action d'ici le 9 juin. Donc, on vous enverra un lien avec tout ce que je vais évoquer maintenant. Euh, les principales choses qu'on propose, c'est premièrement de s'informer. Donc, on a créé une boîte à outils sur notre site internet avec pas mal de ressources différentes, et notamment le réseau Action Climat au niveau européen a proposé un bilan environnemental des différents groupes de la précédente législature afin de voir comment ils ont voté dans les catégories du climat, de la pollution, etc. Donc on pense qu'après avoir vu quels étaient les enjeux, ça peut être intéressant de regarder pour quel parti et donc pour quel groupe au Parlement européen vous avez envie de voter le 9 juin. Et le réseau Action Climat donc, va bientôt, dans quelques jours, sortir un comparatif des programmes des candidats en France et une analyse. Donc on le mettra aussi dans cette boîte à outils. Et on vous encourage vraiment, peut-être la prochaine étape après ce webinaire, c'est de seul ou à plusieurs regarder ces programmes et avec les critères qui vous semblent importants et certains critères qu'on a pu citer pendant ce webinaire, mais voir et discerner les meilleurs candidats pour porter ces ambitions. Donc, première proposition, s'informer. Deuxième proposition, en parler autour de soi. Donc, en partageant ses ressources, par exemple, aux gens qui vous entourent et en les encourageant à aller voter. Et ensuite, on vous propose aussi d'interpeller les candidats. Il y a une initiative assez unique qui a eu lieu ces derniers jours. C'est que 30 organisations chrétiennes, des communautés, des réseaux d'action, des mouvements d'action catholique, des congrégations religieuses ont signé une lettre ouverte aux principales listes candidates aux élections européennes pour les interpeller sur leurs engagements en faveur de l'écologie intégrale. C'est une initiative assez exceptionnelle. Et donc, on vous propose déjà de lire cette lettre si ça vous intéresse, et si vous vous sentez rejoint, d'interpeller vous-même les candidats aux élections européennes en leur envoyant cette lettre avec un petit mot personnalisé, en leur expliquant pourquoi ces enjeux vous semblent importants, ces enjeux de l'écologie intégrale. Et donc, pareil, on a toute une petite démarche, ça prendrait 5 ou 10 minutes pour que vous puissiez interpeller les candidats. Donc voilà les 3 propositions. En sortant de ce webinaire, vous informer, continuez à vous informer, en parler autour de vous et interpeller les candidats. Il est 22h05. Merci Voilà, à chacun. Ouais. non, j'allais dire la même chose. Là, je voudrais remercier particulièrement Anne et Elisabeth pour leur présence ce soir et pour leurs interventions. Je pense que tout le monde a trouvé ça extrêmement riche et intéressant. Merci à vous de vous être connectés, d'avoir assisté, seul ou à plusieurs.
Voilà, d'ici le 9 juin, il y a encore beaucoup d'occasions de sensibiliser autour de vous, effectivement, et d'interpeller, de continuer à se renseigner. Voilà, regardez les programmes de prêt avec attention, avec les éclairages qu'on vous a apportés. Allez voter le 9 juin. Et donc, on vous tiendra au courant. Le webinaire est enregistré, donc vous recevrez l'enregistrement et puis les ressources. Voilà, et Éloi partage nos coordonnées que vous aurez aussi par mail. N'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci à vous et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.